Donc, le but de cette présentation, c'est de vous parler de ChatGPT et d'aborder un peu les différents aspects de l'écriture scientifique avec ChatGPT. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de ChatGPT, mais en gros, vous connaissez tous le Dunning-Kruger effect, où au début, on ne connaît rien de quelque chose, où on a à peine vu, on trouve que c'est incroyable. Avec ChatGPT, au début, waouh, on se sent super humain, ça fait des trucs super vite, ça répond à tout, c'est génial. Assez vite, on se rend compte que quand même, ça fait des réponses plausibles, mais parfois, ça c'est quand même pas parfait. Et à des moments, on dit, mais c'est catastrophique, en fait, il y a trop d'erreurs, c'est trop n'importe quoi. Et plus on apprend à s'en servir, plus on voit les limites, plus on commence à comprendre que c'est un outil qu'on peut utiliser correctement dans certaines situations. Et à la fin, l'idée, c'est que on soit capable de l'utiliser pour ce qu'il sait faire et qu'on ne se fasse plus prendre au piège. Donc, le but de cette présentation, c'est d'arriver au point numéro 5 pour l'écriture scientifique. Qu'est-ce que je vais vous présenter? D'avoir quelques tips pour améliorer son prompting. Il y a plein de pages Internet qui parlent de comment améliorer son prompt. Je vais faire une petite synthèse de ça pour l'écriture scientifique. Je vais parler un petit peu des limites et de qu'est-ce que contient ChatGPT. C'est quand même important pour savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre pour améliorer un petit peu notre utilisation de cet outil. Parler un petit peu de est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT 3.3 ou 4, et il y a l'intérêt étant que pour utiliser ChatGPT 4, il faut avoir un abonnement. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut que je paye un abonnement quand j'écris ce genre d'article. Je vais passer pas mal de temps sur les hallucinations et l'importance des contrôles qualité. Et un use case de ça, c'est le management des références avec ChatGPT. Je vais parler un petit peu aussi du plagiarisme et est-ce que vous possédez ce que vous créez avec ChatGPT et est-ce que c'est détectable? Et quelques autres points à la fin. Quand vous faites un prompt, c'est important de donner le style que vous voulez. Là, par exemple, j'ai illustré souvent c'est des illustrations faites par Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui génère des images, mais je trouve ça, c'est pas mal pour illustrer certains points parce que ça utilise des choses assez semblables à ce qu'on a avec ChatGPT. Donc là, juste en changeant Kandinsky ou Van Gogh, il comprend tout de suite le style et vous voyez que l'output a rien à voir. Pareil, dans Midjourney, quand on met le focus, on lui dit on veut, quand c'est le focus, c'est un terme de photographe, et ben en fait il s'adapte complètement, il fait ou bien une photo super proche, ou bien quelque chose qui est beaucoup plus à distance. Donc c'est quelque chose qui est important de préciser tout ça. Une des choses qu'on peut faire, c'est mettre le ton, set the tone. Le ton, par exemple, ça peut être, dans cette email, je vous ai mis un exemple où on écrit un email pour réconforter un collègue avec différents tons. Be friendly, donc il va essayer d'être sympa, un petit peu amusant. Be formal, I hope this message finds you well. Donc il est vraiment très formel dans sa façon d'écrire son email. On peut lui proposer d'autres tons, mais vous voyez que la tonalité joue énormément sur le résultat qu'on obtient avec le même prompt. Donc c'est vraiment hyper important qu'il sache qu'il ait cette information de quel est le ton avec lequel on veut écrire. Donc vous voyez, entre joking around et be professional, enfin, il y a un univers en fait, dans la manière dont il répond. Un use case que j'avais vu sur Internet, il y a quelqu'un qui disait le ChatGPT, c'est un peu comme un étudiant qui est super confiant et qui n'a pas révisé pour son examen. Et en fait, il a prompté pour justement qu'il soit l'inverse. C'est-à-dire, il lui demande 5 conseils pour visiter Londres, mais de manière timide et pas confiante. Une second guess your conclusion, donc essayer de s'y reprendre à plusieurs fois en n'étant pas sûr. En fait, le résultat est assez rigolo. Vraiment where I guess you're a tourist in London. Donc il va vraiment être hésitant, il va vraiment emprunter ce style pour faire sa réponse. Et il va vraiment faire les second guess à chaque fois. Et la conclusion, so those are just a few ideas. Donc c'est vraiment, il est vraiment précautionneux dans ce qu'il dit. Quelques exemples de style, ça peut être un style formel, informel, persuasif, descriptif, humoristique, narratif. Il y a plein de styles différents que vous pouvez lui demander. Là, c'est encore une journée juste d'Arbador avec différents styles. Par exemple, un point qui est intéressant, c'est si vous aimez bien un style d'un article qui a été écrit par vous ou par quelqu'un d'autre,
vous pouvez lui demander à ChatGPT d'analyser le ton, le style et la voix utilisés dans le texte. Par exemple, j'ai repris un texte du docteur Anne-Sophie Amipetit ici présente, et je lui ai demandé quel est le ton, le style et la voix. Il m'a dit le ton est formel et informatif, le style est scientifique en académique, et la voix est autoritative en objectif. Et quand on lui demande par défaut quel est son ton, son style et sa voix, il dit informative, neutrale, adaptable. Autre point qui est assez important, c'est de lui expliquer à qui il va parler, parce que ça, il ne le sait pas naturellement. Et vous voyez là, je lui ai demandé d'expliquer la physique quantique à un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, vous voyez, il illustre avec l'entanglement, avec like having superpowers, donc il essaie d'être vraiment dans un langage très enfantin. Explain to a teenager, il parle de Snapchat spontanément, même si c'est pas hyper pertinent, et il essaie quand même de s'adapter franchement à son public. On peut lui demander à un médecin généraliste, et là, il va parler de l'impact de la physique quantique sur l'IRM des machines, donc c'est vraiment adapté à son public. Pareil pour un ingénieur, il va faire quantum mechanics is used in modern technologies, donc il va lui parler de ce qu'il connaît. Et pareil pour un quantum physics field expert, donc là, il va vraiment utiliser un langage très poussé, parce que le Hilbert Spaces, tous les autres interlocuteurs ne sauront pas ce que c'est, alors que celui qui est spécialisé dans la physique quantique le sait. Donc, il s'est vraiment adapté à son auditoire dans cet exemple assez simple. Le petit point, tout ça, ça a été fait avec ChatGPT modèle 4. Il sait quand même s'adapter en fonction du contexte. C'est-à-dire que là, c'est Midjourney où ce prompt, il est hyper simple. Futuristic rocket ship on the planet Mars, circa 1902. Donc, il a réussi à adapter un style futuriste pour l'époque, en fait. Donc, c'est vraiment, il a pris le type de photographie et il a adapté. Enfin, c'est vraiment un visuel qu'à cette époque, on aurait pu considérer comme futuristique. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Donc, il est quand même très capable, enfin, de la même manière, ChatGPT est très capable de s'adapter à son auditoire et d'adapter le ton et le style à son auditoire et à la requête qu'on lui demande. Donc, il s'adapte quand même aux circonstances. Quel langage je dois utiliser quand je fais un prompt? Et en fait, en anglais, il a été entraîné sur plusieurs terabytes de données. C'est beaucoup entraîné sur du chinois et sur les autres langues, beaucoup moins quand même. On est 100 fois moins de données à peu près en français. Donc, il est possible que vous ayez spontanément des meilleurs résultats en anglais et qu'ensuite, ce soit intéressant de le retraduire. Il faut faire des tests. Mais si vous voulez un résultat en français, ça peut être intéressant de faire comme ça. Voilà. Background on limits. Sur quoi ChatGPT a été entraîné? Évidemment, OpenAI n'a pas dit exactement sur quoi ils avaient entraîné leurs données. Ce qui peut se trouver sur Internet, c'est qu'on 60% des données, c'est Common Crawl. Il y a beaucoup, beaucoup de données Reddit dedans. Notamment, ChatGPT-2 avait déjà été entraîné sur beaucoup de forums Reddit, du web text, beaucoup de Wikipédia aussi et quelques livres. ChatGPT a un vrai problème pour respecter le nombre exact de mots que vous lui donnez. Vous avez peut-être déjà remarqué, vous lui demandez de me faire quelque chose en 600 mots, il va vous rendre 400. Généralement, il se trompe. En fait, pour lui, c'est plus important de prioriser le sens de ce qui rend que le nombre de mots exacts. Donc, il va vraiment avoir du mal à produire le nombre de mots exactement. Pareil pour le nombre de caractères. Là, par exemple, je lui ai demandé Can you give me a motivation quote of about 100 characters? Et il va me donner Embrace challenges and let them fuel your growth. Et je lui ai demandé dans la foulée de me donner le nombre de caractères qu'il y avait. En fait, il n'est pas capable de les compter. Il me dit n'importe quoi. Il y en a 49 et il m'en donne 47. Donc, 49, c'est sans les espaces. Hein. Donc, même en les comptant, ça ne fait pas ce compte-là. Donc, ça ne marche pas. J'ai essayé avec ChatGPT 4 et il n'était toujours pas capable de me les compter. Bon, bref. Donc, il n'est pas capable de compter les mots et les caractères et c'est vraiment une limite. Lui compte aussi beaucoup plus en tokens. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important de savoir ce que c'est. Les tokens, c'est un peu l'unité de mesure des LLM. Et en fait, dans ChatGPT is amazing, il va y avoir 6 tokens, chat, G, PT is amazing. Et point d'exclamation. En gros, c'est souvent un mot entier. Pour les acronymes, ça va être un peu différent. Ça va être des mots de ponctuation. Et c'est ça qui va nous scinder en un certain nombre de tokens.
En gros, une règle qui marche pas trop mal, c'est pour 100 tokens, on a à peu près 75 mots, et 3000 mots, ça fait à peu près 4096 tokens. Pourquoi c'est important? Parce que dans ChatGPT 3, la limite de tokens en comptant à la fois l'input et l'output, c'est 4096 tokens. Pour ChatGPT 4, on est à 8000. Il y a une version avec API, si on se débrouille bien, qui peut être à 32 000, mais il faut passer par API, c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui se sont dit, OK, c'est limité à 4000. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais discuter, et puis je vais reprendre ce que j'ai fait avant, puis je vais lui demander d'utiliser ce qui a été fait avant, et je vais m'en sortir comme ça. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, il a des problèmes à se souvenir de ce que vous lui avez dit avant. Il se souvient pas forcément. Il y a quelqu'un, Under the Jarmy, qui avait fait cette expérience qui est assez rigolote. En gros, il a écrit un texte de 10 000 caractères qu'il a séparé en 10 chapitres. Et chaque début de chapitre, il mettait, dans ce chapitre, il y a le poulet et le nom du poulet. Le nom du poulet du premier chapitre, c'était Under, du deuxième chapitre, c'était Berit. Et à chaque fois, ça faisait A, B, C, D, E, F. Donc, tous les paragraphes commençaient par une lettre de l'alphabet qui correspondait au chapitre. Et en fait, à chaque fois, donc au début, il a juste mis les 6 premiers chapitres et il lui a demandé donne-moi le nom des poulets. Ouais, il s'en sort. Il donne les 6 noms de poulets, ça va. Dans un nouveau chat, il remet la même chose et en fait, là, vous remarquez qu'il n'a pas mis le 6e poulet. Donc en fait, il y a un moment, au bout de 5000 caractères à peu près, c'était sur cette version-là, parce que lui, il a posté ça, c'était en avril, donc il a dû utiliser la version de ChatGPT de mars. Il y a des versions qui changent, en fait. Là, en ce moment, on est sur la version du 24 mai, vous regarderez sur ChatGPT, les versions changent. Moi, j'ai refait l'expérience et j'ai pas tout à fait ça, je vous raconte un peu plus. Après, il a essayé en concaténant, en faisant d'autres choses, mais en gros, la limite reste. C'est-à-dire que globalement, il y a une limite d'à peu près 5000 caractères dans son expérience où après, il se souvient plus de ce qu'il y avait avant. Moi, avec mon expérience, j'étais un peu plus à 5000 mots avec une version ChatGPT 3 faite en mai. Mais il y a un moment, il se souvient plus du nom des mots. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'il faut vraiment avoir ça en tête parce qu'il va vous inventer des trucs et en fait, à un moment, on ne sait plus trop si il se souvient ou il ne se souvient pas. Et donc ça peut vraiment, quand on fait des longues discussions avec ChatGPT, ça peut nous induire en erreur. Donc il va souvent inventer des réponses. Il a une false confidence. Enfin, c'est vraiment, il a aucun problème à vous dire quelque chose qui est faux, même s'il ne sait pas. Est-ce qu'il faut dire please et thank you quand on lui parle? En fait, utiliser un langage poli, ça peut être aussi un moyen d'améliorer la coopération de l'AI. Bon, peut-être, hein, c'est pas. En tout cas, en lui disant à chaque fois thank you, ou en le remerciant, ça va l'encourager à utiliser, à avoir des réponses semblables, puisque il utilise ces données-là normalement pour se construire. Donc, c'est possible que ça ait un impact à la fois sur votre propre discussion, sur votre expérience et sur OpenAI, sur les chats GPT en général. Et après, il y a toujours la question du fait que être courtois dans ce genre de situation est un moyen d'être courtois en général. Moi, je crois que la vraie raison pour laquelle je l'utilise, c'est celle qu'il y a sur le même de droite, même si c'est pas très rationnel. Et encore. Est-ce qu'il faut utiliser la version 3 ou 4 de ChatGPT? Ça, vous voyez, mid-journée, l'évolution entre février 2022 à gauche, c'est la version 1, et à droite, les dernières versions en mai 2022. Donc, vous voyez, à 15 mois d'écart, la différence qu'il y a de qualité de rendu est absolument stupéfiante. Donc, est-ce qu'on a vraiment affaire à la même chose entre ChatGPT 3 et 4? Je lui posé la question et il me dit que ChatGPT 4 a une meilleure compréhension, il comprend mieux les queries complexes, il peut faire des conversations plus longues, on l'a vu, il a plus de tokens, il a plus de reasoning abilities, et il est meilleur dans le problem solving. Il donne moins d'erreurs aussi et il a moins d'hallucinations. On va revoir un peu les questions d'hallucination après. Et il est meilleur dans la traduction aussi. Donc, si vous avez des textes à traduire, ça peut être utile. Les 5 trucs sur lesquels, par contre, ils font à peu près aussi bien, quand c'est des questions simples ou des choses concises, autant utiliser GPT 3, c'est pas la peine de passer sur du 4. Pour des questions de general knowledge, si vous lui demandez en quelle année ceci, il sera aussi bien capable de le faire parce que globalement, il a été entraîné sur le même set de données avec un data cutoff en septembre 2021. Pour le code, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y ait de différence majeure. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour le code, les deux marchent aussi bien.
Pour les histoires d'email, c'est des choses sur lesquelles il est super entraîné, ou les conversations simples. Et donc là-dessus, ChatGPT 3 fait bien l'affaire. Un avantage caché ChatGPT 3, c'est qu'il est beaucoup plus rapide dans ses réponses. Ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable quand on lui demande de corriger des choses qui sont assez longues. ChatGPT 4, il peut mettre vraiment du temps, alors que ChatGPT 3, ça paraît vraiment d'un seul coup avec les dernières versions. Techniquement, qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça? Par exemple, dans ChatGPT 4, quand on lui fait passer le barreau, en fait, il se classait 10e ChatGPT 3 et il se classait 90e ChatGPT 4. Vous voyez là, ici, là, sur ce plot-là. Il y a des choses sur lesquelles il reste quand même pas super fort, comme le calcul, mais il y a pas mal de choses scientifiques où il s'est vraiment amélioré sur ChatGPT 4. Là, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, le English Literature, il reste pas super fort. Et calcul, par contre, il reste pas super fort, mais il y a un progrès très important entre ChatGPT 4 et ChatGPT 3. Le problème des hallucinations. Alors, ChatGPT est super confiant pour nous donner quelque chose qui est complètement faux. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un exemple d'hallucination sur Midjourney qui est. Bref, ils ont eu beaucoup de mal à faire en sorte qu'ils soient capables de représenter les mains. Récemment, ils ont amélioré le truc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces hallucinations? Les LLM, c'est quelque part des stochastic parrots, c'est un concept, donc ça répète, mais ça de manière un peu plus aléatoire, donc ça peut générer de la weirdness de par sa structure et la manière dont il gère l'information. Et il y a aussi un truc qui est plus simple, c'est, vous voyez à droite, en fait, c'est un exemple de quelqu'un qui a prompté, qui a demandé à ChatGPT de dessiner un dessus de toilette. Sauf que, en fait, dans sa base de données, il n'a pas cette information. Il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas à quoi il sait pas à quoi t'attendre. Et donc, il a représenté ce dessus de toilette qui est improbable. Donc là, c'est vraiment un exemple d'hallucination. En fait, il va essayer de supposer quelque chose qu'il ne connaît pas du tout. Et ça peut donner des résultats. Alors, sur Midjourney, c'est assez rigolo, mais parfois, quand on lui demande sur des sujets hyper techniques, hyper pointus, il peut nous avoir parce qu'il va donner une représentation. Et si quelqu'un n'a jamais vu de dessus de toilette, il peut être convaincu que les dessus de toilette, ça ressemble à ça. Donc, c'est un vrai problème. Alors là, petit sondage, regardez pas ici. Est-ce que vous voyez où est l'erreur sur cette photo? Vous arrivez à voir l'image? Ouais, ça c'est un peu bizarre, hein, l'espèce de bouc à droite. Non, je sais pas mais quoi. ça, c'est toi. Ouais, ça c'est à gauche là les moignons. Et voilà les moignons. La main aussi du rugbyman ou le deuxième rugbyman, elle est pas ouf. Ouais, là il y a des espèces de moignons qui s'entrechoquent. On ne sait pas trop ce que c'est, ça n'a aucun sens. Bref, ça c'est typiquement le genre d'erreur qui est pas super visible au début, mais il faut fouiller un peu et faire hyper attention. Donc là, ChatGPT va générer ce genre de choses. De manière générale, ChatGPT est nul pour le contrôle qualité. Ça, c'est un papier qui a été publié où ils ont comparé les qualités de ChatGPT sur plein de postes différents. Ça va être des maths, être capable de monitorer, faire de la science. Et ils ont comparé les capacités de tout un tas de types de personnes versus ChatGPT. Et en fait, là, ChatGPT était systématiquement mis en défaut, c'est sur les compétences qui sont de l'ordre du quality control. Operation Monitoring, Operation Control. Donc là-dessus, ChatGPT est nul, il faut le savoir. Alors là, c'était en mathématiques, il était nul, mais c'était avec la version 3. Autre exemple, donc si on lui demande d'écrire à partir d'un abstract une cover letter, il peut avoir des soucis. Et vous allez voir là, il a généré automatiquement à partir de ce prompt une cover letter pour le JCO pour ce papier, sauf qu'il s'est trompé d'éditor in chief. Alors ça, c'est normal. En fait, c'est le data cutoff, il est de 2021. À l'époque, c'était bien l'éditor in chief, mais c'est plus l'éditor in chief. Il a changé justement en 2021. Donc, premier problème, bon, ça, c'est pas à proprement parler une hallucination, puisqu'il a utilisé ce qu'il lui, il avait dans sa base de données. Et il a essayé de supposer là en bas que Fabien Réal était chef du service d'oncologie médicale, alors qu'il est chirurgien et chef du service de chirurgie. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, donc tout ce qui sort de ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les références? J'aime bien ce petit mème, fabrique les références. Vous allez voir vous savez sûrement, il a une tendance à fabriquer des références. Donc là, je lui ai demandé
de faire un passage, un paragraphe sur qu'est-ce que les immunothérapies pouvaient faire pendant la grossesse et de m'écrire à chaque fois dans chaque phrase des références pour être sûr qu'il l'intègre des références dedans. Donc, il m'écrit ça bien, puis à chaque fois, il me met des références. Vous allez voir, j'ai des références, j'ai mis à la page d'après, donc c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt pertinent, sauf que les références, il me met ça. Petrov, Johnson, Aurora, machin. Il me les a mis spontanément comme ça. Alors, on va les regarder une par une. Petrov, en fait, ce papier Petrov et Perchet n'existe pas. Il y a un auteur qui s'appelle Petrov qui a écrit un papier qui s'appelle Immune Interaction at the Maternal-Fetal Interface, sauf qu'il l'a pas du tout, elle l'a écrit toute seule, avec personne d'autre, et c'est pas la bonne année. Donc, en fait, à chaque fois, pour chaque mot qu'il va implémenter dans sa référence, c'est stochastique. Donc, il a essayé de deviner quel est le mot d'après. Et donc, en fait, des auteurs, Perchelet, c'est un auteur avec qui elle a beaucoup écrit. Et donc, c'est un. Et donc, il va essayer de deviner, mais des fois, il va se tromper. Un autre exemple ici, on a le Johnson et Al. Donc là, il se trompe même sur le premier auteur. Le papier, en revanche, il existe. Et vous voyez qu'en fait, il a essayé de deviner le 2013 là. Il a vu 2013 dans la référence et il l'a mis comme année du papier. Alors que c'est pas du tout ça. Donc, il a essayé de deviner l'année du papier, mais il a mal deviné parce qu'il date de 2017. Et puis des fois, il invente complètement ça. Par exemple, cette référence n'existe pas du tout de près ou de loin. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Donc ça, ces hallucinations sur les références, ça va d'essayer de grouper des trucs qui existent un peu, qui a complètement fabulé. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer ça? Alors, on m'a pas mal proposé de diminuer la température. La température, c'est quelque chose qu'on peut régler particulièrement dans l'API pour ChatGPT pour empêcher qu'il affabule, enfin en tout cas lui demander à chaque fois la réponse la plus probable dans ce qu'il donne. Mais avec le chat, moi, j'ai pas réussi à le faire marcher correctement. On peut lui demander d'être sûr de lui, ça augmente un petit peu le taux diminue un peu le taux d'erreur, mais il y a encore pas mal de références qui sont complètement fabulées. Donc, le mieux, c'est peut-être d'utiliser d'autres outils. Un outil qui est Elicit, par exemple, si je lui prompte ça, Elicit, donc il prend du langage comme ça et vous pouvez essayer de jouer avec, il va être capable de me sortir directement des références qui sont en rapport avec le sujet. Donc c'est un peu plus ce que j'attends je vous laisserai jouer un petit peu avec cet outil qui est pas trop mal fichu, qui est intéressant. Les avantages de Elicit, c'est qu'il donne des vraies références, c'est facile à utiliser, on peut sortir directement des tables ou des PDF. C'est plutôt pratique. Le problème, c'est qu'il est super instable. Au bout de 2 requêtes, 3 requêtes, il crache en général. Donc, c'est quand même assez vite pénible. Et il est aussi, en fait, vu qu'il se renforce sur les choix qu'on fait, il peut passer à côté de citations très importantes. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas se passer encore d'un bon vieux PubMed, pas à l'heure actuelle, à mon avis. Une des manières de faire, du coup, c'est de réinjecter dans le texte les références et voir est-ce qu'il va les réécrire comme ça. Donc là, je vous ai remis le prompt en dessous du truc du texte qui avait été fait avant. Et je lui avais directement sorti les références sous Zotero pour qu'il me les réinjecte. Et là, il me l'a pas mal fait. A Study by Andrikopoulos, c'était la référence que je lui avais mis. Il me les résume à la fin dans l'ordre où elles apparaissent. Bon, j'ai fait ça. Là, c'est un exemple où ça a marché. Il y a des exemples où il ne marchera pas. C'est pas non plus incroyable. Franchement, pour les références, je préconise encore quand même de même pas les réinjecter, mais d'utiliser un bon vieux Zotero et un bon vieux PubMed. C'est quand même, à l'heure actuelle, les outils qui marchent le mieux. Les questions de plagiarisme et tout ce qui va avec. Globalement, ce que génère ChatGPT, c'est pas directement une copie de ce qui a été fait. Donc, c'est pas à proprement parler du plagiat. OpenAI a fait des statements et ils font vraiment un travail fort sur limiter le plagiat et l'usage non éthique de son contenu. Et il y a même un formulaire express pour déclarer qu'il y a eu du plagiat généré via ChatGPT. Donc, ils sont vraiment très précautionneux là-dessus. Quand on regarde sur des tests de plagiarisme avec des outputs de ChatGPT, le score varie de 5 à 20%, donc c'est quand même plutôt faible. Donc là, le ChatGPT passe la majorité des détecteurs de plagiarisme.
C'est un problème aussi de définir qu'est-ce que c'est que du plagiat, hein. C'est pas simple comme réponse. Mais bon, globalement, pour l'écriture scientifique, sauf dans des cas très pointus, on essaie de mettre ça en défaut. Le plagiat n'est pas vraiment un problème de ce qui est généré par ChatGPT. Est-ce que vous possédez ce que vous comptez et que ChatGPT génère? Une intelligence artificielle ne possède pas de droit à proprement parler. Ce n'est pas un auteur, et ça c'est vrai dans le droit européen et dans le droit US. Donc en fait, c'est pas ChatGPT qui possède ces données-là. Mais par contre, est-ce qu'on possède, nous, ces données-là? C'est pas très clair. Parce que si on prend un exemple simple en disant est-ce que le ciel est bleu, il va donner la même réponse à plusieurs personnes. Et donc, si quelqu'un a dit oui, mais moi j'ai généré cette réponse-là, oui, mais le suivant aura peut-être aussi le même problème. Donc, ça pose des problèmes réels d'ownership et ça n'a pas encore été clarifié parce que c'est trop récent. Avec Midjourney, il y a eu des débats sans fin sur est-ce que quelqu'un qui avait écrit un livre avec Midjourney et possédait l'œuvre en question. Alors, il a été conclu qu'elle possédait l'œuvre, mais elle possédait pas exactement les graphismes qui étaient dedans. Donc, c'était un truc un peu entre les deux. Donc, c'est le droit international est vraiment en train de travailler sur ce sujet. Donc, ce qui va maintenant sera peut-être pas vrai très prochainement. Alors, essayez de trouver quel burger a été généré par une intelligence artificielle. Vous pensez que c'est lequel? Pas été. A été généré ou n'a pas été? Pardon, n'a pas été généré par une intelligence artificielle. C'était pas clair. Alors, j'ai en bas à droite comme suggestion. Ouais, je dirais pareil. C'est celui en haut à droite. Pourquoi? Parce que, en fait, là, vous voyez, le cheddar, il n'est pas carré. Là, il est en étoile. Là, tous les tranches de cheddar sur les autres, ils sont en étoile. Il y a le seul qui a un cheddar carré, c'est celui en haut à droite. Après, il y a d'autres. Il est un peu moins parfait, celui en haut à droite. Bon, bref, ça, c'est des choses qui sont discutables, mais globalement, il y a souvent des petits artifices comme ça qui trahissent l'intelligence artificielle. J'ai repris une introduction de quelqu'un qui reconnaîtra peut-être son texte et je l'ai mis directement dans ChatGPT et il y avait 6% du texte qui avait l'air d'être du ChatGPT alors qu'il y en avait 0%. Donc des fois, il détecte qu'il y a quand même un peu de faux positifs, même si pour la majorité, il ne se trompe pas. J'ai repris ce texte, je l'ai mis dans le chat GPT, je lui ai dit de me le rewrite. Vraiment, le prompt était basique. Et là, ça passe à 40% sur l'ensemble du texte. Je n'ai pas mis tout le texte en copier-coller. Maintenant, moi, j'ai repris des choses que j'ai générées avec des prompts complexes ou vraiment en essayant de lui. Là, c'était par exemple une section résultat. Je lui avais demandé de me générer une table. Alors, j'ai pris le résultat tel quel qu'il est sorti de ChatGPT et il arrive à 0%. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très. Ou bien, déjà, je lui demande de s'inspirer de différents styles qui ne sont pas du tout le style naturel de ChatGPT. Et en plus, je le contrains dans un format qui fait qu'il passe les détecteurs d'intelligence artificielle. Alors, juste pour la petite anecdote, la Genèse de la Bible a 80% de contenu qui est détecté comme étant de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est 0GPT, hein, le détecteur qui est utilisé. Vous avez 0gpt.com, je crois. De la même manière, la Constitution américaine contient 92% de contenu détecté comme de l'intelligence artificielle. Ah oui, là, c'était le texte d'avant. Alors, je n'ai pas trop d'explication de pourquoi ce texte est reconnu 100% comme de l'AI. Vous savez, c'était le truc de la visite de Londres, l'exemple que je vous avais donné au début. Mais il est possible qu'il y ait des gens qui réintègrent ces données-là dans ChatGPT. Mais il semble que le style soit très important sur le fait qu'ils reconnaissent ou pas le fait que ça a été généré par une intelligence artificielle, ce qui est assez logique. Quelle est l'attitude globale des éditoriaux envers ces contenus et l'utilisation de ChatGPT pour un travail d'écriture? Alors, il y a le International Committee of Medical Journal Editors qui vient de changer ses règles qui sont à droite, où ils disent, c'est paragraphe très très court, en gros, ils disent disclose the use of AI assisted technology sans précision. Et ils disent que ça devrait être contenu dans la cover letter quand on s'en sert.
il répète que ça ne doit pas être listé comme un auteur, bon ça je sais pas si ça serait venu à l'idée, mais bon, et que la responsabilité de l'intégrité et de la précision de ce qui sort est, les auteurs en sont totalement responsables, ce qui est raisonnable. Le JCO, Journal Clinical Oncology, a récemment fait un rapport un peu dans le même style, qui disait à peu près la même chose. Bon, il explique qu'on ne peut pas aller contre le temps et que de toute façon, ça sert à rien de l'empêcher. Mais par contre, les auteurs sont toujours responsables, hein, de tout ce qui se passe et aussi notamment du fait que ça puisse être un plagiat. Il précise qu'il faut disclose, donc préciser quand on utilise ChatGPT pour la recherche dans la section méthode. Si jamais vous l'avez utilisé juste pour l'écriture du manuscrit, il faut le mettre dans les remerciements. Et si c'est juste pour faire de la grammaire, de l'orthographe et du formatage ou des références, il n'y a pas besoin de le mettre. Et c'était interdit totalement si jamais vous écrivez un papier de type opinion and perspective, les commentaires, ce genre de choses, ou si vous faisiez du reviewing. Dans votre travail de reviewing, vous n'êtes pas censé utiliser ChatGPT. La confidentialité des datas. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi dans ChatGPT? Alors, il y a l'Italie qui a décidé de temporairement suspendre l'utilisation de ChatGPT. Moi, je trouve ça un petit peu exagéré parce que quand on voit la quantité d'informations que Google a déjà sur nous, je pense qu'ils savent déjà bien plus de choses que tout ce qu'on a pu avoir, tout ce que ChatGPT aura, puisqu'on contrôle un peu plus directement ce qu'on met dans ChatGPT, ce qui est moins le cas avec Google. Mais bon, c'est mon avis. OpenAI, si jamais vous êtes sensible à cette question-là, s'engage à ne pas s'entraîner sur les données de l'API. Donc, ça peut être un moyen de contourner ça. Samsung, par exemple, il y a eu des grosses fuites de données et depuis, ils ont complètement interdit l'utilisation de ChatGPT par leurs employés. Donc, ça peut donner des problèmes critiques de sécurité. Dans la recherche académique, je pense que c'est pas vraiment un sujet parce qu'on n'a pas vraiment de problème d'espionnage industriel. Donc, c'est pas trop un sujet pour nous, je pense. Est-ce qu'on peut mettre des données de patients dans ChatGPT? Est-ce qu'on peut prompter avec des données de patients? En fait, il faut respecter le RGPD. RGPD, donc c'est les règles générales européennes sur l'utilisation des données de santé. Donc, il ne faut pas de données identifiantes, il ne faut pas de données sensibles. Et avec ça, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous un exemple, si vous avez une patiente de 68 ans avec cancer du sein métastatique traitée par capecitabine, vous pouvez donner un peu de détails médicaux, hein. Et on peut lui demander, par exemple, dans cette situation-là, quels sont les 5 diagnostics les plus probables. Et il va nous les donner avec, par exemple, là, je vais demander aussi de nous donner comment est-ce qu'on pourrait les mettre en évidence. Et il donne une réponse tout à fait intéressante. Donc, c'est possible de faire ça. Là, on reste RGPD friendly. D'ailleurs, quand on y pense, il y a des cas des case reports dans la littérature où on rentre beaucoup plus dans le détail que ce qu'on a fait là. Et c'est publié dans la littérature scientifique. Un autre use case, donc les cover letters, je vous en ai déjà parlé un petit peu, c'était dans Welcome to the Jungle, ils avaient fait un test, ils avaient envoyé des cover letters écrites par ChatGPT à des recruteurs et ils regardaient est-ce que les résultats étaient bons, et globalement, ils ont trouvé que il y avait des points très positifs, c'est que le format était impeccable, il n'y avait pas d'erreur d'écriture et que c'était meilleur que la majorité des candidats. Mais les points négatifs qu'ils avaient, c'est le manque de personnalité, le manque d'originalité. Après, comme on l'a vu, on peut aussi prompter, on peut prompter et de lui demander de rajouter du contexte et du détail. Donc ça dépend aussi comment on prompte. Et là, malheureusement, on n'a pas le contrôle sur comment a été promptée la lettre. Est-ce que ChatGPT est capable de générer des hypothèses? Alors là, vous voyez le prompt, c'est Can you try to make a scientific connection that you're unaware of humans discovering? Donc, il va essayer de générer de la connaissance scientifique à partir de ces bases de données et d'essayer de générer quelque chose de nouveau. Alors, il dit qu'il y a peut-être un lien entre la bioluminescence et la pousse des plantes sur la planète. J'ai regardé sur Internet, effectivement, il n'y a rien qui a été publié sur ce sujet-là. Bon, ça ne me paraît pas non plus hyper pertinent, parce que pour des raisons physiques, je ne sais pas le sujet, mais quand même, il a généré une hypothèse de quelque chose qui n'existait pas, de ce que moi j'en ai vu, en tout cas rapidement sur Google. Donc, il peut générer des nouvelles hypothèses a priori.
Est-ce que, là c'est la même chose, mais avec ChatGPT 3, exactement la même chose, mais là par contre il a vraiment cité une référence, parce que le lien entre la microbiote et les maladies mentales, donc c'est ce qu'il a proposé comme nouveau lien qui n'existe pas. Bah, en fait ça existe, il y a toute une littérature sur le sujet, donc c'est pas vraiment nouveau. Donc avec ChatGPT 4, il a proposé quelque chose de nouveau, pas avec ChatGPT 3. Ça c'est avec Bing, il a aussi proposé un truc qui existait déjà dans la littérature, et ça c'était non, c'était Bard et ensuite Bing. Donc là, les deux fois, il a proposé quelque chose qui existait déjà dans la littérature. Est-ce que ChatGPT 4, du coup, on vient de voir, il est capable de générer de résoudre des problèmes? Là, il y a cette publication intéressante où ils ont demandé à ChatGPT, est-ce que tu prends un livre, 9 un ordinateur portable, une bouteille et un clou, comment tu fais pour les empiler? Et en fait, il a trouvé une réponse qui est assez intéressante. Il lui dit, mets tes 9 œufs en 3 par 3 à une distance raisonnable, mets-le au-dessus du livre, puis ensuite mets le laptop par-dessus. Donc, ce qui est cohérent et ça pourrait tenir. C'est une hypothèse. Enfin, il a trouvé une solution à ce problème qui n'était pas du tout évidente. Donc, ça a été utilisé comme argument pour dire qu'il y avait une intelligence globale plus que juste un stochastic parrot de ChatGPT 4. Quand on utilisait les anciennes versions de ChatGPT 3, il disait un peu n'importe quoi. Vous voyez, place the egg on the top of the nail, making sure they are balanced and not tilting to one side. C'est impossible que ça tienne comme ça, évidemment. Donc, c'était vraiment propre aux toutes dernières versions. Désolé pour la qualité du... Bref, ChatGPT peut être utilisé pour essayer de respecter des guidelines. Ça, c'est le language of respect, qui est un truc un peu à la mode dans l'écriture scientifique. Et en fait, on peut lui donner ces règles et lui demander de dire est-ce que mon texte respecte ces règles? Ça, c'est un autre moyen d'utiliser ChatGPT. Donc là, je l'ai prompté en lui insérant le texte. Can you please read and propose corrections to the following text? Je lui ai mis insérer le texte et je lui ai demandé d'identifier des portions avec des crochets et de me rendre un tableau où il va d'un côté me rendre le texte initial et à droite, c'est la correction qu'il propose pour respecter the language of respect. Et donc, en faisant le texte comme ça, il m'a mis les crochets là où il pensait que c'était intéressant. Il m'a pris le texte original et la proposition de correction qui respecte le language of respect. Ça peut être un moyen d'utiliser ChatGPT pour respecter des guidelines d'écriture. Alors là, c'est pour le respect des patients, c'est bien que ça existe. On n'est pas toujours familier avec ça, donc ça peut permettre d'améliorer la qualité de nos rendus. Est-ce que c'est éthique d'utiliser l'intelligence artificielle dans l'écriture scientifique? Je vais vous donner quelques arguments pour et contre. Donc, déjà, ça permet de disséminer plus rapidement les connaissances, puisqu'on passe moins de temps à écrire. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc ça, on va passer plus de temps à se concentrer sur la science et moins sur l'écriture, ou notamment l'écriture de Grant. Et ça permet de diminuer le temps, notamment de reformatage entre les différentes soumissions. Donc c'est quand même pas anodin. Un des vrais problèmes de ça, c'est que ça peut augmenter la propagation des erreurs. Vous avez tous déjà vu, je pense, cette référence qui est présente dans un papier, dans le papier A, et on va regarder dans le papier, dans la référence en question, et on retrouve un autre paragraphe qui recite un autre journal. Et de fil en aiguille, on essaie de retrouver la source de l'information. Au final, on se rend compte que ça n'existe pas ou c'est pas correct. Et ben, en fait, avec ce type d'outil, on risque d'augmenter la propagation de ces erreurs-là, puisque comme vous l'avez vu, ChatGPT a hyper tendance à le faire. Quelques autres abus qu'il peut y avoir, notamment avec Midjourney, donc on peut créer complètement du contexte, complètement affabuler du contexte. Ça reste un petit peu la même chose. Donc, pourquoi je pourrais utiliser ChatGPT dans les différentes étapes de mon écriture scientifique? J'ai demandé à ChatGPT de s'évaluer de 0 à 5 pour chaque étape qui est à gauche et de me dire pourquoi il pensait que c'était le cas. Pour les acronymes, il se note 4. Franchement, je suis d'accord. Il est pas mal pour sortir des acronymes qui ont du sens. Lui demander même des acronymes qui sont assez sympas et qui vont bien, enfin, qui donnent du sens globalement. Pour un titre, il n'est pas trop mauvais, mais je n'ai pas trop expérimenté encore, donc je ne sais pas trop. Les keywords, il connaît bien les keywords sur les topics, ça c'est un truc qu'il sait bien faire. Les highlights, on peut lui donner un abstract par exemple et lui demander de générer des highlights. Si on fait un prompt pas trop mauvais, il le fait plutôt bien, je suis d'accord.
Les abstracts, c'est difficile parce que quand on lui donne l'ensemble d'un texte, déjà, ça fait beaucoup de mots, il a beaucoup de mal à en tirer vraiment la quintessence, et donc je trouve qu'il n'est pas très fort pour l'écriture d'abstract. En revanche, enfin, moi, j'ai pas encore trouvé comment bien le prompter. On va le formuler comme ça. Pour les introductions, il se trouve pas très bon. Moi, je trouve qu'il est au contraire plutôt bien. Quand c'est bien prompté, il peut donner des introductions intéressantes, même si on l'a vu, il faut mettre les références à la main. Pour les matériels et méthodes, ouais, moi, j'ai pas des bonnes expériences sur l'écriture des matériels et méthodes. Donc, mais après, c'est vraiment des parties où il est assez toléré de faire quand même quasiment du copier-coller dans ce qu'on fait, parce qu'on on a tous fait la même analyse avec le Ki 2 pour faire l'expérience machin truc. Donc, sur une bonne partie des méthodes, c'est de toute façon, on réinvente pas la roue dans nos matériels et méthodes. Et sur les méthodes qui sont vraiment originales dans notre recherche, bah là, il est complètement incapable de l'écrire. Donc, effectivement, c'est pas la partie où il va le plus aider, même s'il peut remettre un petit peu en forme. La partie résultat, eh ben, lui, il se note super mal, mais en fait, il y a des moyens de le prompter pour faire des portions de résultats. Notamment quand on lui donne les résultats bruts sous forme de table, il est capable quand même de générer du texte qui n'est pas si inintéressant que ça. Et franchement, je trouve que ça donne pas des mauvais résultats. Pour la discussion, c'est comme l'intro, il est quand même plutôt pas mal. Il peut même générer des hypothèses. Donc, c'est pas inintéressant. La cover letter, c'est vraiment ce qui sait mieux le faire. Graphiquer à l'abstract, c'était pour le tester, évidemment, il sait pas. Voilà, pour résumer, quelques points pour bien prompter. Donc, c'est pas mal de mettre le ton, le style et la voix, dire on acte comme quoi, préciser l'audience, mettre le contexte, c'est un article pour tel journal, lui demander d'éviter certaines formules. Il y a des formules qu'il va utiliser qui risquent de vous énerver. La dernière fois, j'ai eu harnessing the power of. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on peut lui demander d'utiliser de virer les tournures pompeuses et de ne pas avoir peur d'utiliser les termes techniques. On fait de la science, donc on répète des termes techniques, c'est pas un problème. C'est hyper important de lui préciser la structure qu'on attend. Quand on écrit une introduction, ça peut être par exemple 4 à 5 paragraphes de 4 à 5 phrases chacune. Donc ça, c'est hyper important de bien l'aider dans la forme de l'output qu'on attend. On peut lui préciser ce qu'on attend dans chaque partie. Par exemple, là, si je crée une introduction pour une méta-analyse sur les effets indésirables des immunothérapies, je vais lui préciser d'abord pourquoi c'est important les immune checkpoints, pourquoi les toxicités c'est un vrai problème, euh, pourquoi les méta-analyses c'est vraiment ce qu'il faut faire pour étudier ça, et quel est le but de mon étude. Donc ça va me structurer complètement mon introduction et donc ça permet d'avoir un bien meilleur résultat. On peut lui donner des textes dont il va s'inspirer. Par exemple, si vous avez déjà des textes qui travaillent sur le sujet des toxicités que de toute façon vous avez prévu de citer, vous pouvez lui demander de s'en inspirer. Vous pouvez mettre aussi les références comme on l'a vu. Et pour d'autres situations, on peut lui demander par exemple de sortir une table. Je vous en ai montré un exemple, c'est assez pratique de lui faire sortir des tables, moi je trouve. Des bullet points aussi, 5 à 6 bullet points. Il faut lui demander de ne pas mettre de phrases. Dans ces cas-là, il faut lui spécifier sinon il fera des phrases. Et de lui demander le nombre de mots. Moi, je mets 6 à 12 mots pour les bullet points de ce type-là. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation. Que vous avez des questions là-dessus? Ouais, je vais peut-être m'arrêter là sur la présentation à proprement parler, si tu veux. Ouais, là. Et